Hmm, ouais. J'avais sûrement pas dû le dire dans l'épisode 1. Alors du coup, je le remartèle pour que vous soyez bien sûr. Voici un spoiler alert. Cette vidéo contient du spoil. Bonjour à tous les amis, c'est First de retour pour l'épisode 2 de la review. J'espère que vous allez bien. Euh, En tout cas moi ça va super et aujourd'hui on va pouvoir parler, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, d'un animé très intéressant qui n'est autre que Code Geass. Alors, euh, Code Geass. Ça va être un peu particulier, je pense que cette vidéo va durer plus longtemps que l'épisode 1, étant donné que je vais avoir beaucoup plus de choses à dire. Alors on va vraiment pas perdre de temps et commencer directement comme pour l'épisode 1 avec les informations générales concernant l'anime. Alors, Code Geass. Le titre anglais de Code Geass c'est Code Geass Electoral Volume. Le titre japonais c'est Code Geass Hangekyo Euch. L'anime compte 2 saisons pour 50 épisodes. Personnellement, moi j'ai vu la VF. La saison 1 est sortie en 2007 et la 2 en 2008. Le titre de l'anime c'est un shonen. Et j'ai vu, moi personnellement, Code Geass pour la première fois en 2019. Avec une petite image ici que vous avez pour illustrer. Alors, je m'excuse par avance si dans cette vidéo vous m'entendez parler peut-être avec plus d'entrain ou plus de joie de vivre que dans l'épisode 1 en fait, parce que vous allez voir que Code Geass c'est un anime qui m'a vraiment pas laissé indifférent. Comme vous pouvez le voir dans le titre, je pense que vous l'avez bien remarqué, premier coup de cœur, on ne donne pas ce nom à n'importe quel anime. Du coup, vous allez sans doute m'entendre parler avec un peu plus d'entrain que sur la vidéo de Death Note. Voilà, je vous ai tout dit. Dernière petite chose concernant les séries actuellement sur la chaîne, il y a du coup la série de la review et la série sur le Shogunane. Pour ceux qui s'inquiètent sur le Shogunane, vous inquiétez pas, il y aura un épisode demain. Le rythme de vidéo va être le suivant, on va en faire, en fait je vais faire un épisode tous les 2 jours de chacune des deux séries, comme ça vous aurez tous les jours une vidéo. Voilà. Merci de votre compréhension. Maintenant, on passe tout de suite à la vidéo et à la critique sur Code Geass en essayant d'être le plus objectif possible, mais ça va être compliqué. Du coup, voici le nombre de points positifs que j'ai retrouvés dans Code Geass. Il y en a beaucoup, et on va devoir s'attarder sur chacun d'entre eux, donc commençons immédiatement. Et en parlant d'immédiatement, l'immédiat stress de Code Geass est l'un des meilleurs que j'ai vu dans l'animation. Euh, dans toute la japanisation, tous les animés que j'ai vus. C'est un très bon anime de stress en fait. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on commence directement avec l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un épisode pour tout nous expliquer, on est en mode on présente tel personnage, tel personnage. Ça peut être bien, mais je préfère vraiment le concept d'immédiat stress, surtout dans Code Geass, ils l'ont bien réalisé. Avec, vous savez, la fameuse scène de Lelouch et Rivaz sur la moto et tout ça. Genre, c'est bien. Franchement, ça j'aime bien. Le, le côté Lelouch qui bat aux échecs un Aristo, c'était vraiment sympa. J'ai bien aimé, on rentre directement dans l'action, on n'a pas besoin d'un épisode entier pour tout nous expliquer. Ensuite, je pense que je pourrais faire une vidéo entière dessus, parce que là j'ai pas le temps de m'attarder sur tous les détails, mais parlons rapidement du personnage de Lelouch. C'est actuellement encore aujourd'hui mon personnage préféré de tout animé confondu. Et croyez-le ou non, il a vraiment un potentiel incroyable. Je ne vais pas énormément m'attarder maintenant parce qu'on va voir que par la suite, il y a plein de choses qu'il a faites avec tout ce qu'il a eu et tout ce qu'il a mis en place euh, qui sont ultra intéressantes. Donc on va éviter de spoiler tout le reste de la vidéo. Mais voilà, sachez-le que Lelouch est mon personnage préféré aujourd'hui. J'allais dire de très loin, pas de très loin, mais quand même, il reste mon personnage préféré encore aujourd'hui de tous les animés que j'ai vus jusque maintenant, et croyez-moi, il y en a un paquet. Alors, attardons-nous sur l'un des premiers aspects de Lelouch qui a fait sa renommée, ce fameux pouvoir du Geass. Alors, le Geass de Lelouch, je m'attarderai de manière plus générale sur le Geass de manière générale dans l'animé, et les Geass de toutes les personnes, mais parlons du Geass de Lelouch. Le Geass de Lelouch est quand même vachement intéressant. Alors, comme tout Geass, il a ses avantages et ses inconvénients, mais franchement, quand même, avoir un pouvoir d'obéissance absolue, c'est quand même vachement puissant. Surtout quand
s'est mis dans les mains d'un personnage comme Lelouch qui, lui, saura s'en servir euh, avec parcimonie, si je puis dire. Franchement, il a utilisé son pouvoir tout au long de l'animé. Il n'en a jamais réellement abusé. Quelquefois, s'en est quand même mordu les doigts de l'avoir utilisé un peu trop tôt. Mais quand même, de manière générale, il a bien géré son pouvoir. Et surtout, il a donné les bons ordres au bon moment. Euh, Parce que je rappelle que le louche aurait très bien pu dire à tout le monde obéissez-moi en un seul ordre et l'animé était fini. Ça aurait été un peu nul. Du coup, le louche, il s'est pris au jeu et il a réellement décidé de lancer une bataille stratégique contre tous ses adversaires et un par un de les vaincre, si je puis dire, à l'aide du pouvoir du Geese, sans en abuser pour autant. Euh, et du coup, parlons du personnage qui a entraîné la- l'apparition du Geese chez Lelouch, le personnage de Sitou. Je sais qu'il va y avoir peut-être des, des, des désaccords quant au personnage de Sitou, mais moi j'aime bien le personnage de Sitou. Contrairement à d'autres personnages qu'on verra après, euh, je trouve que le personnage de Sitou est bien développé. Et n'en déplaise à certains, Code Geass s'arrête à la saison 2. Hein, la saison 3, ce qu'ils ont inventé, tout ça, ça n'existe pas, hein, on est bien d'accord. Et du coup, Sitou et Lelouch ne sont pas ensemble. Hein, voilà, merci à tous. Mais voilà, Sitou et Lelouch collaborent. C'est pas un couple. Hein. Genre, franchement, non. Faut arrêter les. Ça suffit les enfantillages là. Voilà, bref, tout ça pour dire que peu importe qu'il soit pas, le fait qu'il ne soit pas en couple ne fait pas que Sido est un mauvais personnage et leur collaboration n'en est en rien entachée. Sachez-le, c'est pas parce que je les considère comme deux personnages indépendants, enfin en tout cas du point de vue sentimental, que je trouve pas que leur alliance, collaboration stratégique n'est pas bien. Franchement, justement, au contraire. Je trouve vraiment que sans Sitou, le louche n'aurait pas forcément pu s'en sortir. Déjà, il serait mort à l'épisode 1 sans le guise qu'elle lui a donné. Mais, euh, mais de manière générale, quand même, c'est son allié le plus fidèle. La plus fidèle. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, parlons de l'entourage de Lelouch. L'entourage de Lelouch, attention bien évidemment, je précise ici entre parenthèses, le lycéen. On verra plus tard dans la vidéo, l'entourage de Lelouch de l'autre côté, entre guillemets si je puis dire, c'est pas trop ça. L'entourage du lycéen Lelouch, donc je parle évidemment du conseil des élèves avec Millie Ashford, Shirley Fennett, Rivals, Suzaku après qui va arriver, la petite sœur de Nodali, Nina Einstein, et puis Kalen qui reviendra aussi après. Mais bon, Kalen un peu moins, voilà. Et ben cet entourage, figurez-vous que même si c'est des personnages innocents qui ne savent rien de la vie de Lelouch, je considère que c'est des personnages bien développés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont leur rôle, qui est pas très important dans l'animé, mais au moins ils le jouent, et ils ne jouent pas plus que leur rôle. On verra après d'ailleurs justement pourquoi je dis ça, parce que certains personnages, ils auraient besoin d'être remis à leur place. Vous voyez, il y a certains personnages, ils veulent vraiment plus que le simple rôle qu'ils doivent jouer dans l'animé. Et oui, vous voyez que même dans des animés coup de cœur, il y a des points négatifs. On verra ça après, mais franchement, vous allez voir qu'il y a quand même moins de points négatifs, c'est logique. Hein. Alors, justement, en parlant d'entourage de Lelouch, le personnage de Suzaku, je crois qu'on va s'y attarder un petit peu. Parce que Suzaku Kurorogi, c'est quand même l'un des personnages les plus iconiques de Code Geass, si ce n'est le main antagoniste, pour, pour ceux qui ont vu l'anime. Et si vous avez pas vu l'anime, je ne conseille vraiment pas de regarder cette vidéo. Vous êtes en train de vous faire spoil. Bref, Suzaku, pour ceux qui ne se rappellent pas, les trois du fond, c'est un ami d'enfance de Lelouch. Avant même d'être l'antagoniste de l'anime, ils étaient quand même, quand ils étaient plus jeunes, euh, enfants, ils étaient amis. Euh, D'ailleurs, Suzaku a aidé Lelouch dans son voyage, enfin plutôt dans son exil. Il a aidé Lelouch et même Inanali. Il les a aidés à s'en sortir finalement, puisque Lelouch, si vous vous rappelez bien, quand il était plus jeune, Lelouch et Nanali, les deux, ils ont été exilés de l'Empire de Britannia. Ce sont des héritiers déchus. Voilà. Euh,
Et donc du coup, voilà, Suzaku, au tout début de l'anime, enfin même avant l'anime, si on considère que c'est des flashbacks, Suzaku était un personnage plutôt proche de Lelouch. On va voir après justement, les idéaux des deux personnages vont faire que justement, un peu comme Light et Elle dans Death Note, ils vont diverger. Ils vont vraiment partir dans des directions opposées. Lelouch vers une idée de rébellion, révolution, vengeance contre sa propre famille, c'est même plus ça que juste libérer le Japon, hein. C'est vraiment plus vraiment prendre une revanche sur toute sa famille. Et Suzaku, lui, qui pense avoir les mêmes idées que Lelouch, juste réformer le Japon, alors qu'au final, Lelouch, il a plus que juste envie de libérer le Japon, il veut vraiment se venger. Et bien, lui, Suzaku, il veut le faire de manière pacifique. Et là, c'est intéressant, parce que du coup, on voit que Suzaku, lui, il répugne Britannia, mais il va essayer d'infiltrer Britannia, enfin, infiltrer, c'est pas un terme militaire d'espionnage, hein, mais plutôt il va essayer de monter les échelons du côté de Britannia pour réformer le système de l'intérieur. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir les idéaux des deux personnages qui ont finalement quasiment le même but et qui vont justement passer par des chemins très mais radicalement opposés pour essayer de l'obtenir. Alors, du coup, j'en ai fini avec Suzaku pour l'instant. On va pouvoir parler de la famille royale britannienne. Alors, la famille royale britannienne. La famille de Britannia. Eh ben, figurez-vous que j'ai bien aimé la façon dont elle a été construite. Elle a peut-être un peu trop de personnages. C'est un peu difficile de s'y repérer du premier coup. Bon, moi personnellement, j'ai vu l'animé aujourd'hui 2 fois. Donc, quand on le revoit une deuxième fois, on se rend compte de certains détails. Mais franchement, la famille royale de Britannia, elle est bien développée. Que ce soit les personnages comme Schneisel, Cornelia, Euphemia, ou les parents, hein, Charles, Marianne, etc. Attendez, franchement, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La famille est bien organisée. Il y a des individualités qui sont bonnes et des individualités qui sont mauvaises. On y reviendra après. Mais en termes de hiérarchie, il n'y a pas d'incohérence et je trouve que la, la structure familiale avec l'empereur tout en haut, le dictateur, pardon, l'empereur, excusez-moi, tout en haut, en dessous l'héritier principal qui est Schneisel, et puis ensuite on retrouve les héritières secondaires comme Cornelia, Euphemia, Clovis qui va mourir au tout début, etc. Et puis enfin, tout en bas de l'échelle, les héritiers déchus comme le louche et Nanali. Voilà. Du coup, j'aime bien la structure de la famille. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des personnages, ils me sortent par les yeux hein, dans la famille royale. Mais enfin bref, on y reviendra plus tard en partie point négatif. Voilà. Alors du coup, au contraire, des personnages qui m'ont vraiment bien plu, c'est Euphemia et donc du coup, comme je parlais de Suzaku, le couple Suzaku-Euphemia, qui est finalement pour moi le couple phare de Code Geass, le, le main couple si je puis dire. Faut que j'arrête de parler anglais moi. Bref, euh, Suzaku et Euphemia, ils ont les mêmes idéaux. Pourtant, ils sont entre guillemets dans deux camps différents. Euphemia est une héritière britannienne et Suzaku un, un Eleven, comme ils les appellent, un citoyen japonais de base, lambda, qui n'a vraiment aucun rang, si ce n'est peut-être qu'il est britannia d'honneur. Alors ce système de britannia d'honneur, je suis assez mitigé. Parce que les Britanniens ont décidé de créer un système qui permettait aux Japonais d'obtenir une nationalité supérieure à de simples esclaves s'ils s'investissaient dans l'empire de Britannia. Mais il restait des simples entre-deux, vous voyez. C'était ni des Japonais ni des Britanniens, c'était des Britanniens d'honneur. Ils n'avaient pas le statut de Britanniens, mais ils n'étaient pas non plus vraiment des Japonais. Du coup, je suis un peu mitigé parce que, vu tout ce qu'il a fait, Suzaku, il méritait quand même franchement le statut de Britannia, ou au moins d'être considéré comme tel. Et il a été quand même bien trash dans tout l'animé par toute la commune Britannia, les aristos qui n'ont pas arrêté de lui cracher à la figure. Et finalement, la seule qui a pu reconnaître un peu sa valeur, c'est Euphemia.
la troisième princesse de Britannia. Et du coup, évidemment, elle va le reconnaître comme étant son chevalier personnel et ils vont, ils vont devenir un couple dans l'anime. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, la dualité entre les deux. Le fait que Euphemia et Suzaku ensemble veuillent réformer Britannia. C'est-à-dire que même une princesse de Britannia a conscience que le système de son propre pays n'est pas le plus adéquat et elle veut le changer. Voilà, donc ça c'était pour le couple entre Suzaku et Euphie. On passe tout de suite à un gros morceau de la vidéo et je vais m'attarder dessus. La stratégie et le mental. Si vous vous souvenez dans l'épisode 1 sur Death Note, c'est ce qui m'avait également plu. La guerre, la mind battle entre Lelouch et, entre Light et elle, pardon. Bon, ici, malheureusement, entre guillemets, il n'y a pas réellement d'adversaire qui soit à la hauteur mentalement de Lelouch. En revanche, c'était une pure régale, une pure masterclass de voir ce que Lelouch a pu nous faire avec, j'allais dire entre guillemets simplement, parce que c'est quand même un sacré pouvoir, mais quand même simplement le pouvoir du Geass. Le Geass, quand même, j'en ai pas vraiment parlé beaucoup en début de vidéo, mais il y a quand même quelques inconvénients pour le Geass de Lelouch. Déjà, il peut s'en servir qu'une fois par personne. Ensuite, il est obligé d'avoir un eye contact pour pouvoir utiliser son Geass. Tout le monde n'a pas besoin d'un eye contact dans l'anime. Il y a des gens qui ont des Geass qui n'ont pas besoin d'un eye contact. Et puis, il faut bien choisir l'ordre que tu donnes. Et puis, ne pas oublier également que cet ordre est permanent, justement. On va en parler avec l'utilisation qu'il en a faite sur Suzaku. Qui, au premier abord, peut s'avérer très smart, mais après, c'est peut-être un peu retourné contre lui. Enfin, bref. Lelouch, si vous vous rappelez, vers le milieu de la saison 1, il était dans une battle très importante. Je ne sais plus exactement de quelle battle c'était. Mais bref, il y avait une grosse guerre avec notamment le Lancelot de Suzaku et le Goren de Kalen. Il y avait des grosses batailles. Même Lelouch était sur le front, donc c'était vraiment très intense. Et il y a eu notamment une tentative de l'Empire de Britannia de bloquer Zéro. Voilà. Et ça a marché en fait simplement. Ils ont réussi à immobiliser le Nightmare de Lelouch. Et là, à ce moment-là, comme tout bon fan qu'on est, surtout moi à l'époque je savais pas qu'il y a une saison 2, on flippe, vraiment, on voit Lelouch encerclé par des soldats de Britannia, on voit Suzaku qui s'approche du Nightmare de Lelouch, on se dit qu'est-ce qui va se passer, c'est pas possible. Et là on apprend qu'en fait Suzaku a pour mission, de par l'Empire, de se faire sauter lui-même pour entraîner dans sa mort Zéro. Je précise à ce moment-là que Suzaku ne sait pas que c'est Lelouch qui est derrière le costume de Zéro. Mais en tant que citoyen britannique d'honneur, il a pour mission, même au péril de sa vie, de tuer le grand terroriste Zéro. Bref, chacun son avis sur Zéro, mais bon, moi je suis pro Lelouch. Hein. Vous savez, j'étais pro Light, je suis pro Lelouch, hein, ça c'est normal. Enfin bref, du coup, notre protagoniste se retrouve vraiment dans une situation assez compliquée. Il a quelques secondes pour réfléchir à comment il va s'en sortir, et du coup, il décide d'utiliser son Geass sur Suzaku pour lui ordonner de vivre. Alors, sur le coup, ça peut paraître être une idée plutôt smart. Parce que justement, Suzaku va vouloir tout faire pour vivre, et comme il était sur le point de se faire sauter pour entraîner Lelouch dans sa mort, et ben, non seulement il va se sauver et ne pas se faire sauter, mais du coup, il ne fera pas sauter Lelouch non plus. Et du coup, ça va non seulement créer des discordes dans l'Empire de Britannia entre Suzaku et ses supérieurs, qui vont lui dire mais pourquoi tu n'as pas tué Zéro en fait, et Suzaku, qui est sous l'emprise du Geass, ne peut résister à l'obligation de vivre. Et du coup, ça va déjà créer des problèmes militaires et stratégiques. Mais plus tard dans l'animé, est-ce que Lelouch avait pensé aux conséquences que ça avait, car le Geass est quand même permanent. Et donc Suzaku va devoir vivre tout le long de l'animé. C'est-à-dire que
à chaque fois qu'il voudra prendre un risque inconsidéré qui mettra sa vie en danger, son inconscient va faire qu'il ne, qu'il va reculer devant le risque pour pouvoir continuer à vivre. C'est-à-dire que le Geese dépasse son subconscient et le force à vivre. Admettons par exemple, s'il était sur le point de s'attaquer à quelqu'un de plus fort que lui, et que peu importe s'il meurt, euh, tant que c'est pour sa patrie, il veut à tout prix combattre, et bien le Geese va le forcer à reculer si son inconscient sait que il va mourir s'il avance en fait. On le voit plusieurs fois dans l'animé où il y a ses yeux qui se dilatent et il recule inconsciemment devant un danger qui est mortel en fait. Et du coup, c'est ça. Le Geese est quand même permanent. C'est pas parce que c'est un pouvoir à utilisation unique que c'est un pouvoir forcément ponctuel. Ça dépend de l'ordre qui est donné. Du coup, l'ordre qui avait été donné pour Suzaku, c'était de vivre. Sauf que, bah, évidemment, il lui a pas dit je t'ordonne de vivre aujourd'hui. Il a dit je t'ordonne de vivre. Donc, du coup, bah, de manière générale, le Geese, il continue de faire l'effet tant que Suzaku est en vie. Et quand tu ordonnes à quelqu'un de vivre tant qu'il est en vie, bah, il fait l'effet indéfiniment, en fait, simplement. Et ça, le louche, je sais pas s'il y avait pensé sur le coup, mais bon, est-ce qu'il avait vraiment le choix au moment où il allait mourir? Il fallait faire un choix très rapidement et il s'est porté sur celui-ci. Après, était-ce un bon choix? Ça, mystère. Je vais parler d'une deuxième utilisation du Geese de Lelouch qui était quand même vachement smart également. Le Geese qu'il a utilisé sur lui-même. Rappelez-vous le personnage de Mao. Vous savez de qui je parle? Vous savez ce fameux personnage qui avait un Geese qui permettait de lire dans les pensées. Ce Geese est horrible d'ailleurs, parce qu'il ne peut pas le contrôler. Donc il entend forcément les pensées des gens. Peu importe qu'il le veuille ou non, il entend ce que les gens pensent. Et ça, c'est vachement embêtant quand tu es dans un lieu public et que tu entends les pensées de tout le monde en même temps. Ça peut très vite faire mal à la tête. Par contre, si c'est bien utilisé et sur une personne qui est un peu seule, eh ben, tu peux lire les stratégies même de Lelouch. Et justement, rappelez-vous, Mao avait pris en otage Nanali, la petite sœur de Lelouch, et il lui avait dit si tu veux récupérer ta petite sœur, tu dois me battre aux échecs. Sauf qu'évidemment, même pour Lelouch, qui est très fort aux échecs, si tu affrontes quelqu'un qui lit dans tes pensées, peu importe si t'es fort, le gars il va pouvoir te contrer. Et c'était ce qui était en train de se passer, car tout simplement, Lelouch est en train de perdre contre un personnage qui n'est pas forcément spécialement fort aux échecs. Mais quand même, il y avait le GIF de Mao. Et du coup, Lelouch a décidé d'utiliser de manière smart son GIS sur lui-même, et pour avoir le eye contact, en fait, il a regardé justement son propre œil dans le miroir. C'était très 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 intelligent, j'ai trouvé. Et du coup, il lui a ordonné d'oublier ce qu'il jouait. Et comme il oubliait ce qu'il jouait, ce que Mao lisait dans son esprit, c'était rien en fait. Et comme ça, il a pu gagner, il a pu récupérer sa petite sœur, et du coup, j'ai trouvé ça très très smart. Alors, parlons maintenant du cliffhanger de la fin de la R1. Pour ceux qui ne se rappellent pas, à la fin de la saison 1 de Code Geass, le, le, le combat est toujours d'actualité entre Britannia et, et les forces rebelles japonaises. Mais le personnage de Vitu, aka le descendant du père Fouras, on se demande d'ailleurs ce qu'il vient faire là d'ailleurs. Il apparaît mais de nulle part. Après on apprendra que c'est le frère de Charles, mais bon bref. La hiérarchie dans Code Geass, elle est complètement. Enfin, l'arbre généalogique, il est complètement faussé. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est un bazar complet. Bref, euh, Nonali est enlevé par Vitu et il doit quitter le champ de bataille pour aller sauver sa petite sœur. Là-bas, il va en fait se rendre compte que c'était un piège et qu'il y avait Suzaku qui l'attendait. Kalen l'a suivi, mais du coup, c'est un bazar complet. Finalement, Suzaku finit par lui tirer dessus au niveau du masque, et du coup, le masque de Zero tombe. Et là, du coup, Suzaku et Kalen apprennent que Zero est en réalité le louche. Et du coup, c'est
c'est embêtant pour la couverture de Lelouch, parce que même ses propres alliés ne savaient pas qui il était réellement. Ils savaient juste que c'était Zéro, et puis voilà. Il n'avait jamais révélé son identité à personne d'autre que Sitou. Et du coup, on se retrouve avec Suzaku et Lelouch, qui... enfin Suzaku et Kalen, qui savent maintenant que Lelouch est Zéro. Du coup, c'est un peu compliqué, parce que il n'est plus anonyme. Il sait maintenant qu'il va devoir faire face au fait que potentiellement son identité peut leak. Et que il dépend que de Suzaku et Kalen de le dire ou pas aux autres. Et du coup, voilà, ça va donner un sentiment de stress supplémentaire à notre protagoniste. Et du coup, un gros cliffhanger à la fin de la saison, quand on voit Suzaku qui se bat contre le louche, etc. Et on récupérera la suite dans la saison 2. Voilà, je trouvais ça très intéressant. En parlant de saison 2, on va parler rapidement des points positifs de la saison 2. Comme dans la saison 1, de manière générale, tout ce qui est stratégie et tout ça, on retrouve. Donc du coup, je ne l'ai pas reprécisé, mais évidemment, c'est pour ça qu'il y a un peu moins euh, de points positifs dans la saison 2. C'est juste qu'en fait, tous les points de la saison 1, vous les remettez dans la saison 2, parce que, évidemment, l'histoire est restée toujours tout aussi intéressante. Mais si on veut parler de nouveautés, eh bien, il y en a une qui était bien gérée, et c'est le personnage de Rollo. Rollo un peu rouge, le petit frère adoptif de Lelouch. Et surtout de son pouvoir qui permet d'arrêter le temps. Ça, c'était vraiment magnifique. Très utile pour un Lelouch. Il a pu notamment communiquer avec Denali. Et encore. Et Rollo a pu lui sauver la vie vers la fin de l'animé. C'était vraiment très beau. D'ailleurs, on en reparlera même presque tout de suite. On va en parler justement de cette scène où Rollo sauve la vie de Lelouch au péril de la sienne. Euh, voilà, donc le personnage de Rollo, très intéressant, bien développé, et ça permet d'avoir un renouvellement de l'animé au milieu. C'est vrai que, étant donné que les antagonistes et les protagonistes sont restés un petit peu les mêmes, rajouter des personnages, surtout Rollo, pour relancer l'intrigue, c'était plutôt bien joué de la part de la production. Enfin, parlons du final de l'animé. À l'heure où je vous parle, sans doute le meilleur final que j'ai vu de l'animé. Code Geass, franchement, cette scène finale de la mort de Lelouch est genre vraiment incroyable. Et justement, les morts, hein, j'ai un peu oublié d'en parler au-dessus, mais on peut en parler en même temps. La mort de Lelouch est incroyable. Le final vraiment magnifique. Suzaku qui tue Lelouch, faisant tomber ce, ce mastodonte intellectuel, si je puis dire, ce, ce spartiate des temps modernes, hein, si je puis dire ainsi, ce stratège inconditionnel qui est Lelouch. Voilà, je n'ai plus assez de superlatifs pour décrire ce personnage, il est incroyable. Euh, mais oui, voilà, il a fallu le faire tomber. Et d'ailleurs, on en reparlera dans la partie point négatif de cette mort. On va en reparler. Parce que c'est une très belle mort, tout comme celle de Rollo qui s'était sacrifié pour, euh, pour son frère, entre guillemets, son frère adoptif, quoi. Et celle de Charlie, justement, parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, de la mort de Charlie. Euh, la mort de Charlie qui a été tuée, je vous rappelle, par Rollo. Parce que Rollo était complètement jaloux, en fait. Et jaloux de Nanaï, jaloux de Charlie, jaloux de, en fait, tous ceux qui pouvaient être aimés et aimer qui pouvaient aimer le louche et être aimés de le louche. Voilà. Rollo voulait le louche pour lui tout seul, ça c'était clair. Et du coup voilà, il l'a tué. Mais du coup voilà, on n'en parle pas assez, je trouve, de cette mort. Et donc, passons au point négatif, parce que même dans un animé aussi impressionnant, il y a des points négatifs. Voilà, il y en a un peu moins, mais quand même, il y en a. Voilà. Alors, c'est surtout des personnages. Les personnages, il y en a certains, ils me sortent par les yeux. Je parle évidemment déjà de Mao. À quoi sert Mao dans l'histoire? Mao, l'arc avec Mao, c'est un arc filler. Donc, je suis désolé, il ne sert à rien. Du coup, c'est déjà, c'est un point négatif, mais entre guillemets, il rentre pas dans mon jugement sur l'animé. C'est-à-dire que quand je juge l'animé, je juge les éléments qui ont servi à apporter quelque chose à l'histoire. L'arc de Mao n'apporte rien, mais si on l'enlève,
l'histoire a toujours un sens. Donc finalement, je me suis dit, ça servait à quoi de pénaliser un animé aussi qualitatif juste parce qu'ils ont fait un arc de plus pour avoir le bon nombre d'épisodes. Parce que c'était clairement un arc filler. Et du coup, oui, le guise de Mao, mitigé quand même, parce que Mao avait un guise quand même puissant quand on l'utilisait à bon escient, mais quand même de manière générale, entendre tout le monde penser H24, ça doit vraiment être relou à force. Les parents de Lelouch. Les parents de Lelouch. Est-ce qu'on peut parler de ces sacrés interlocuteurs quand même? Parce que quand même, ils ont quand même dit que tout ce qu'ils avaient fait, ils l'avaient fait pour Lelouch. Moi, je me souviens qu'au début de l'animé, on nous parlait d'un petit garçon qui s'appelait Lelouch et qui avait été exilé par ses propres parents. Donc, bof l'esprit de famille. Le personnage de Cordelia, j'en parlais au début, justement, qui avait des individualités dans la famille de Britannia qui étaient forcément en accord avec le collectif. Le collectif, j'aime bien le concept de la famille, et que ce soit les parents ou Cordelia, je les aime vraiment pas du tout. Et Cordelia, je trouve que son personnage a été très mal développé. On l'a fait devenir une méchante. D'accord, elle a ce côté militaire, mais, mais franchement, ils auraient peut-être pu mieux la développer. Par exemple, Schneider, j'aime bien comme personnage. Alors que Cordelia, franchement, je trouve que c'est un peu la méchante de l'histoire côté Britannia. Même si on sait qu'elle a un cœur et qu'elle a quand même de l'affection pour sa petite sœur, Euphemia. Mais en général, quand même, on la retient comme quelqu'un de tyrannique et voilà, quelqu'un de plutôt violent. Alors, par opposition au début où je parlais dans les points positifs de l'entourage de Lelouch en tant qu'étudiant, là, l'entourage de Lelouch en tant que révolutionnaire, donc en tant que zéro, en tant que chef des Chevaliers Noirs. Les Chevaliers Noirs, c'est franchement des abrutis, soyons d'accord. Ils ont cru en fait que Lelouch allait leur apporter la révolution qu'ils voulaient. Alors qu'en fait, Lelouch n'a jamais eu pour autre objectif que son confort personnel. Il a toujours voulu uniquement se venger. C'est une pure vengeance, sa rébellion. Ça n'a rien à voir avec une révolution qui a pour but de faire tomber Britannia. Vraiment, faire tomber Britannia, c'est un prétexte pour se venger complètement de sa famille. Lelouch n'a peur de rien, il reculera devant rien pour assouvir sa vengeance. Et même, quitte à même vraiment se débarrasser de ses alliés, entre guillemets, du départ. Et c'est pour ça que je trouve que les Chevaliers Noirs sont crédules. Parce qu'ils ont vraiment cru qu'en fait, il y avait un magicien qui avait pop de nulle part et qui allait leur donner la win alors qu'ils étaient en pleine déroute militaire. Et ça, c'était vraiment, je trouvais quand même assez stupide de leur part. Après, c'est comme ça que les personnages ont été développés. Donc, évidemment, ça porte ces sujets à débat, mais évidemment, on peut pas, euh, on peut pas en vouloir trop à ces personnages. Ils ne savaient pas, mais enfin, ils auraient pu quand même se poser des questions, quoi. C'était quand même un peu gros, quoi. Alors, on va parler euh, d'une particularité de l'animé qui a fait justement débat non seulement au sein même de la saison 2, mais également dans les synopsis que j'ai vu de la saison 3, parce que je ne regarderai pas la saison 3, mais il y a quand même des sacrées incohérences, ou alors il va falloir nous expliquer, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, notamment au niveau de la gestion de l'animateur de Geese, du personnage de Jérémia Goldwald. Pour faire un petit reminder rapidement, Jérémia Goldwald, c'est le personnage du début de l'animé qui, dans la saison 1, ne servait réellement à rien. C'était un échec militaire. Ce soldat est un échec militaire. Dans la saison 2, ils ont complètement revu son développement. Ils lui ont donné un pouvoir qui permet d'annuler les glisse et ça l'a rendu surpuissant. Si bien que Lelouch a dû le retourner avec lui pour pouvoir le transformer en allié. Parce qu'en tant qu'ennemi, c'était le pire qui pouvait lui arriver d'avoir quelqu'un qui pouvait annuler son seul et unique pouvoir. Du coup, où est-ce que je veux en venir avec les incohérences scénaristiques? Eh bien, ça a un lien avec ce que je disais au début de la vidéo concernant les morts. Parce que je vous rappelle, si vous n'avez pas vu l'animé d'ailleurs, allez le voir parce que c'est complètement stupide, mais
Lelouch avait utilisé son Geese une première fois dans la saison 1 sur Shirley pour lui ordonner d'oublier ce qui s'était passé dans l'arc de Mao. Parce que c'est vrai que Shirley elle avait été impliquée dans l'arc de Mao un peu contre son gré, un peu comme otage, pour que Mao puisse euh, se venger de Lelouch, qui lui a pris sa sitou. Voilà, enfin bref. Mais du coup, le GIS avait été utilisé une première fois sur Shirley, et quand je dis une première fois, justement, normalement, le GIS de Lelouch, il est uni-utilisation. Il ne peut l'utiliser qu'une seule fois par personne. Sauf qu'il lui avait demandé d'oublier ce qui s'était passé dans l'arc de Mao. Or, derrière, Jérémia a utilisé son annihilateur de GIS sur Shirley, ce qui a annulé le pouvoir du GIS de Lelouch, et du coup, Shirley a récupéré tous les souvenirs qu'elle avait de l'arc de Mao. Sauf qu'après, je vous rappelle, euh, Rollo a attaqué Shirley avec son GIS, et, euh, et Lelouch est arrivé sur la scène de crime. Shirley était en train d'agoniser, euh, et il a utilisé son GIS pour la sauver, sauf en lui disant, en leur donnant comme un sous-à-coup de vivre. Sauf qu'on se rappelle, elle est tombée dans les pommes et elle est morte en fait. Enfin elle est morte. Dans le script de la saison 2, officiellement, elle est morte. Apparemment, dans la saison 3, elle est encore en vie. Et justement, on peut se poser la question, pourquoi? Parce que, justement, est-ce que l'annihilateur de GIS annule simplement le pouvoir du GIS de Lelouch et ne lui permet pas de réutiliser son GIS à nouveau euh, sur une personne sur qui il avait déjà utilisé? Ou est-ce que, justement, de par le fait que Jérémia ait annulé le GIS de Lelouch, cette personne est reconsidérée à nouveau comme une personne qui n'a pas subi le GIS, et Lelouch peut réutiliser son GIS? On peut se demander, on peut se poser la question. Mais du coup, voilà, ça crée forcément des incohérences scénaristiques, ce qui est le problème. Bon, je n'ai pas vu la saison 3, je ne peux pas trop juger. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez vu la saison 3, si vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Euh, Parce que je me pose des questions sur ce sujet, et également sur la mort de Lelouch. Car je vous le rappelle, Lelouch, en fin de saison 2, quand il meurt, il a le pouvoir du code et le pouvoir du GIS. Théoriquement, d'ailleurs, c'est impossible, normalement. Mais enfin, il a le code et il a le GIS. Le GIS ne lui sert pas à grand chose au moment où il meurt. Par contre, le code, normalement, est censé le rendre immortel. Et du coup, je me demande si c'est ça qui fait pas qu'entre guillemets, dans la saison 3, il est ressuscité. Parce qu'en vrai, il est peut-être réellement jamais mort. Mais bon, j'ai pas vu la saison 3, encore une fois, dites-moi. Mais du coup, voilà, ça crée pas mal d'incohérences scénaristiques, et du coup, on peut se demander. On peut demander des explications, en quelque sorte. Et du coup, voilà. Mais du coup, ça apporte quand même un certain côté stressant. Et du coup, voilà, ça peut être considéré comme, sous un certain angle, comme un point positif, même si c'est quand même vachement le bordel. Ensuite, je vais parler du personnage de Nina rapidement, parce qu'on arrive en fin de vidéo et qu'il faut vraiment que j'accélère un peu, parce que là, on est vraiment. Euh, la vidéo va être beaucoup trop longue sinon. Nina Einstein, donc la tarée qui a créé la bombe atomique, ou plutôt l'équivalent de la bombe atomique de code 10, c'est-à-dire les ogives Leia. Elle a servi qu'à ça dans l'animé. Hein. Finalement, dans un animé où Suzaku faisait que prôner la paix entre Britannia et le Japon, et il va utiliser une de ces fameuses ogives Leia qui a été créée par Nina. Il va détruire une zone, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est assez impressionnant. Du coup, voilà, joli pacifisme avec une. Voilà, c'est comme si vous étiez pacifique et que vous activiez une bombe nucléaire. C'est quand même vachement débile. Voilà pourquoi je voulais en parler en termes de points négatifs. Dernier point négatif, c'est pas que j'aime pas le personnage, hein, mais je considère que justement, Lelouch est trop dépendant de ce personnage. C'est-à-dire qu'en fait, Lelouch a une faiblesse, c'est sa petite sœur Nonali. Et on l'a bien vu en fin de saison 1 quand Vitou l'a enlevé, en fin de saison 2 quand il a fallu utiliser le GIS sur elle pour récupérer euh, la clé. Enfin, Lelouch est toujours hésitant, il a toujours un problème de sentiment quand il faut prendre des décisions qui mettent en jeu Nonali. Et justement, je trouve ça dommage, parce que du coup, ça nous fait perdre un petit peu le côté
badass, stratège sans faille, qui a peur de rien, qui est prêt à tout pour, euh, pour conquérir le monde. Enfin, juste se venger, hein, mais sa vengeance passe par la conquête du monde. Bah, il est prêt à tout, quitte à trahir ses meilleurs alliés. Il ne peut pas supporter la perte de sa sœur. Et c'est ça qui pose un problème majeur au niveau du personnage de Lelouch. C'est un peu dommage, je trouve, qu'il dépende autant de la santé de sa sœur. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais juste vous montrer la note que j'ai mise sur la malle. Encore une fois, j'ai essayé de vous mettre ma malle en description. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Il y a pas mal de références dessus. Il y a pas mal de références dessus. Waouh! Et du coup, vous pourrez peut-être trouver votre bonheur sur des animés si vous cherchez des animés, que vous soyez débutant ou pas d'ailleurs. Il y a toutes sortes d'animés sur ma malle. Voilà, et du coup, pour ceux qui sont intéressés, la note que j'ai mis à Code Geass, énormément de suspense, j'ai mis 10 sur 10. Ouais, j'ai mis 10 à la saison 1 et 10 à la saison 2, c'était mon premier coup de cœur, c'est donc totalement normal que j'ai décidé Ah bah ouais, là d'ouvrir le champagne. Voilà. Du coup voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera pour l'épisode 3 dans 2 jours. L'épisode 3 qui portera... Eh ben non, je vous dis pas sur quoi, vous verrez en temps et en heure. Du coup, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera dans 2 jours. Allez, ciao ciao.